Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite revue sur un livre, Toussaint l'ouverture, la Révolution française et le problème colonial d'Aimé Césaire. Hein. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc pour parler donc de Saint-Domingue, je pense qu'une des choses à faire, c'est de planter le décor. Hein. Saint-Domingue, c'était donc une colonie française. C'était la colonie des colonies, vraiment c'était le, comme on dit, le joyau de l'Empire français. Saint-Domingue, c'était une colonie qui vraiment pouvait faire et défaire l'économie française tellement, tellement elle regorgeait de ressources. Donc en quelques chiffres, Saint-Domingue, c'était 793 sucreries, 3115 indigoteries, 789 cotonneries, 3117 caféières, 182 huileries ou distilleries de tafia, 50 cacaoyères, et puis voilà, après il y avait des chauffourneries, des briqueteries, voilà. Donc vraiment c'était une colonie sous stéroïdes, vraiment quoi. Donc, et d'ailleurs il explique dedans à quel point, économiquement parlant, Saint-Domingue pesait dans la balance de l'économie française. C'était vraiment énorme. Et pour qu'on puisse s'en rendre compte à peu près au jour d'aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est que quelque part, Saint-Domingue du XVIIIe siècle, c'était ce que représente l'Afrique noire du XXe siècle pour la France. Donc l'Afrique noire économiquement parlant. Donc tout ce qu'ils arrivent à tirer hein, du continent, eh ben, euh, c'est Saint-Domingue du XVIIIe siècle. Quoi. Donc vraiment, Saint-Domingue, c'était vraiment très 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 significatif. Donc comme on est en train de parler de cette période de l'histoire, là, la période coloniale, précoloniale, donc on est en plein esclavage, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, voilà, il y a plusieurs classes d'hommes à Saint-Domingue. À Saint-Domingue, vous avez, tout en haut, vous avez les grands blancs. Donc les grands blancs sont les propriétaires, les gens qui ont des terres, les gens qui ont des esclaves, les gens qui... C'est la bourgeoisie de Saint-Domingue, ça c'est les grands blancs. Ensuite, il y a les petits blancs, hein, d'accord. Donc les petits blancs, c'est plutôt, disons, on va dire, les blancs lambda, ceux qui n'ont pas comment dirais-je, de propriété. Ce sont des gens, bon, c'est des blancs qui, bon, ils sont là, quoi, tu vois. Ensuite, vous avez les gens de couleur. Donc dès qu'on dit gens de couleur, ça veut dire déjà qu'il y a un mélange. Papa, moi je sais pas quand elle a mis ça pyjama, quand elle a mis ça quelque part. Ok, c'est pas grave, go. Ferme la porte. Donc, il y a les hommes de couleur. Les hommes de couleur, vraiment, ce sont, dès qu'on dit couleur, ça veut dire que dès qu'on dit homme de couleur, ça veut dire que voilà, quoi, c'est des hommes de couleur. Il y a eu un mélange, quoi. Donc là, quand on parle de métis, tout ça, nana. Et ensuite, vous avez les esclaves. Donc là, c'est vraiment l'esclave, le nègre, vraiment qui est tout en bas. Donc ça, c'était comment la société était classée. Donc, déjà, on voit que dans la catégorie des blancs, il y a deux sortes de blancs. Et ensuite, maintenant, on passe dans la catégorie des hommes de couleur. Alors, dans la catégorie des hommes de couleur, carrément, il y a des castes. Donc, vous avez par exemple, quelqu'un qui serait maintenant le fils d'un blanc et d'une négresse serait un mulâtre. D'accord? Le fils d'un blanc et d'une mulâtre, donc maintenant, ça donne un carteron. Donc, lui, il n'est pas moitié, il est un quart, quoi. Ensuite, vous avez celui qui serait le fruit maintenant d'un blanc et d'une carteronne, c'est le métis. Donc, ça, aujourd'hui, on parle beaucoup de métis. On dit, tiens, celui-là, il est métis, celui-là, il est métis. Elle, c'est une métisse. Métis, c'est ça. Métis, ça veut dire que tu as un huitième. Bon, tu fais les mathématiques. Métis. Maintenant, celui qui est le fruit du blanc et de la métisse, lui, c'est un mamelouk. Donc, voilà, si vous ne connaissez pas les mamelouks, moi, je n'étais pas trop familier. J'avais déjà entendu le mot, mais bon, voilà. Un mamelouk, en tout cas, c'est ça. Maintenant, le fruit du blanc et du mamelouk, ça donne le carteronné. Donc, il y a le carteron, il y a maintenant le carteronné. Donc, le mélange maintenant du blanc et de la carteronné, ça donne le sang mêlé. Maintenant, le blanc avec la sang mêlé, ça donne toujours sang mêlé. Ensuite, vous avez maintenant après, on part dans des combinaisons, là. Vous avez les combinaisons du blanc avec la marabout, ça donne un carteron. Vous avez maintenant le blanc et la griffonne, ça donne toujours un carteron. Et vous avez aussi maintenant le blanc avec la sacatra, ça donne toujours un carteron. Donc maintenant, on est en droit aussi de se demander, mais qu'est-ce qu'un marabout, quoi? Qu'est-ce qu'un marabout? Qu'est-ce qu'une griffonne? Qu'est-ce qu'une sacatra?
Donc le griffe est la combinaison du mulâtre et de la négresse. Le marabout de la combinaison du carteron et d'une blanche. Le sacatra de la combinaison d'une blanche et de la griffonne. Voilà. Bon, ça, vraiment, c'est diviser comme ça les gens en... C'est faire des castes, en fait, quoi. Tu vois, c'est faire des castes où le plus clair tu es, le mieux, le moins clair tu es. Tant pis pour toi, c'est-à-dire que tu te rapproches de ce qui est en bas, du nègre, de l'esclave, celui qui n'a aucun droit, qui ne s'appartient pas et qui, voilà, quoi, on se pose des questions sur pourquoi il est là. Donc voilà, ça c'était la société de Saint-Domingue, super colonie française, d'accord. Donc ce qui se passe maintenant, c'est que on parle maintenant, on en arrive à 1789, il y a la Révolution en France. Donc, suivant cette révolution en France, il y a un élan révolutionnaire. Donc, maintenant, quand les lois arrivent du côté de Saint-Domingue, où vous avez des gens qui sont libres, mais parce qu'ils sont des gens de couleur, ils ne peuvent pas bénéficier de la liberté totale, c'est-à-dire bénéficier des droits surtout civiques, c'est-à-dire les droits de cité. Dans les assemblées, il y avait les assemblées coloniales dans les îles. Il y avait des assemblées coloniales, vous aviez donc des gouverneurs qui régissaient, qui étaient comment on pourrait dire, les représentants de la France, quoi. Sauf que quand tu étais maintenant un homme de couleur, encore moins encore une femme de couleur, eh ben, tu ne pouvais pas siéger là-bas. Tu n'avais aucun droit de peser politiquement sur l'île, sur chez toi, quoi. Donc voilà. Donc ce qui s'est passé que maintenant, dans cet élan révolutionnaire, il y a des gens qui se sont réunis, des hommes de couleur qui se sont réunis, ils se sont dit, bon attends, il y a eu un truc révolutionnaire là qui vient de se passer, maintenant tout le monde est libre et égaux. Hein, 1789, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris leur claque, ils ont dit on va maintenant aller à Paris, on va aller à l'Assemblée et on va discuter. Parce que maintenant, nous aussi, on veut avoir le droit de citer, c'est normal. C'est la révolution. Et logiquement, tu te dis, bon, si ces gens-là se sont battus pour leur... tu te dis, si ils se sont battus maintenant pour être complètement libres, d'accord? C'est que ces gens-là, quelque part, ils étaient sous le joug de quelque chose qui les empêchait de l'être. Donc toi, maintenant, tu es homme de couleur, tu te dis, bon, je vais parler avec ces gens de bon sens, hein, qui viennent d'acquérir leur liberté totale. Hein. Allons leur parler alors. Donc, il y a une délégation qui est partie là-bas, et donc il y avait un certain Auger, hein, un certain Auger, Vincent Auger. Donc lui, c'était un carteron en fait. Donc on a vu ce que c'était un carteron. Lui, c'était un carteron de Saint-Domingue. Donc il prend ses clics et ses claques, il va avec ses amis à Paris. Et à Paris, il y avait une association en tout cas qui s'appelait les Amis des Noirs, qui œuvrait justement pour que les hommes libres de couleur puissent avoir les droits civiques. Hein. Et ils se battaient aussi pour arrêter la traite de l'esclavage. Pas l'esclavage, mais pour que la traite de l'esclavage puisse s'arrêter. D'accord? Donc pour plus qu'on puisse faire ce commerce triangulaire. C'est-à-dire qu'il y a des esclaves aujourd'hui, il y a des esclaves, ok, mais on arrête de faire la traite. D'accord? Donc ils sont partis là-bas, ça c'est les années donc 1790, hein, vraiment juste après l'abolition. Donc il faut savoir aussi maintenant que quand tu vas de Saint-Domingue à Paris, tu traverses tout l'océan. Ça se faisait à bateau, donc ça durait des mois. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils vont voir les Amis des Noirs, ils vont se consulter, bon, ils sont entre métis, entre mulâtres, entre trucs, entre machin. Et ils vont maintenant voir ils vont se présenter maintenant devant des autorités, ils écrivent des lettres et tout. Bien, c'est vraiment... ils font les choses selon la loi, quoi. Et tout simplement, eux, ce qu'ils demandent, c'est que la loi soit appliquée. C'est-à-dire que ils disent que simplement, en tant que eux, hommes libres, de couleur certes, mais d'hommes libres aussi, la seule chose qu'ils voulaient, c'était avoir le droit de citer, avoir le droit de peser sur donc, les institutions coloniales chez eux. C'est-à-dire que comme maintenant, on va décider des lois coloniales qui puissent aussi avoir le droit de dire ok, on est d'accord, ok, on n'est pas d'accord. Parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, les gouverneurs de Saint-Domingue, tellement qu'ils étaient en fait, qu'ils se sentaient, on va dire, eux, ils se sentaient oppressés par une nouvelle bourgeoisie, c'est-à-dire ces gens libres, ces nouveaux libres métis, ces nouveaux libres carterons, ces nouveaux libres ainsi de suite, c'était des gens libres, mais puisqu'ils ont aussi une descendance de gens qui étaient libres, peut-être qu'aussi ces gens-là, ils étaient des propriétaires. Donc ces gens-là, ils récupéraient des terres, ils les faisaient travailler, ils les faisaient travailler et ils obtenaient de l'argent. Comme j'ai dit, c'était une autre...
C'était une industrie sous stéroïdes, donc tout le monde travaillait là-bas, et ça travaillait dur, ça travaillait fort, c'était une plaque tournante, il y avait plein d'argent qui tournait. Ça a créé en quelques générations une nouvelle bourgeoisie, et c'est donc les gouverneurs, les grands blancs se sont sentis aussi menacés par ces nouveaux libres-là qui commençaient à avoir plus de pouvoir économique. Donc maintenant, le seul moyen de les régir, c'était aussi d'avoir un poids politique pour pouvoir faire des décrets. Donc ils ont fait plein de décrets, je rentre pas là-dedans, mais ils ont fait plein de décrets jusqu'à dire que maintenant les hommes de couleur n'ont pas le droit de s'habiller comme les hommes blancs. Les hommes de couleur se mettent à parler comme des blancs. Non, il faut arrêter ça. Nan, nan. Ils ont fait des décrets comme ça, quoi. Donc ils sont allés très loin dans ce truc pour vraiment épaissir les traits, épaissir les lignes, pour pas que ces hommes de couleur puissent jouir de leur liberté, quoi. Leur liberté totale, hein. Donc, les OG sont partis sur Paris, ils sont allés sur Paris, ils ont fait toutes les démarches possibles. Et à chaque fois, on les a toujours bien accueillis. On leur a dit oui, monsieur, c'est bien. Tout de suite, on leur a servi des beaux mots. Nanana. Maintenant, quand c'était jour de prendre des décisions, on leur a dit quoi? En gros, on leur a dit bon, regardez les mecs, déjà que vous êtes libres, vous n'êtes pas des esclaves, déjà que vous êtes libres, hein, vous avez le droit de parler, de sortir, de rentrer, de faire ce que vous voulez. Vous n'allez pas encore plus en demander pour jusque-là, jusqu'à avoir maintenant le droit de citer, le droit de poser politiquement sur les décisions qu'on va prendre chez vous. Non, non, non. Attends, vous êtes déjà libre. Prenez déjà cette liberté partielle et soyez déjà content avec ça. Soyez, voilà, en fait, soyez déjà content d'avoir ça. D'accord, les mecs? N'en demandez pas trop. Donc, OG, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui. Dégoûté ici, mais attends, c'est quoi ce délire? Moi, je demande simplement à jouir de mes droits, quoi. J'en veux pas plus. Je veux que la loi soit appliquée. C'est-à-dire que lui, dans sa démarche, il demandait même pas l'abolition de l'esclavage, hein. Lui, ce qu'il demandait, c'était que lui et ses frères libres, métis, mulattes, carterons, tout ça, machin, puissent avoir le droit de citer. C'était ça. Donc, ils puissent avoir un poids politique dans les assemblées coloniales. Parce qu'il y a des assemblées coloniales. On leur a dit non. On leur a dit non. Voilà. Donc maintenant, lui, il rentre sur Saint-Domingue. Il rentre sur Saint-Domingue. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va voir aussi ces gens. Et puis, il leur dit, bon, ben voilà comment ça se passe sur Paris. Nous, on était à Paris. Hein, on a bien été reçus. Mais en vérité, les gars, là, ils ne nous considèrent pas comme des... nous ne sommes pas leurs égaux. Hein? Ça, il faut le savoir. Donc, de là, les gouverneurs ont entendu parler que Auger, depuis qu'il est revenu, il est un peu brouillant et tout. Il fait des assemblées, je sais pas quoi. Donc, non. Donc, en fait, ils ont mis maintenant un prix sur sa tête. Ils ont dit que Auger, là, comme tu veux nous montrer, bon, on va faire un exemple de toi. Et voilà ce qui s'est passé maintenant où Auger, lui, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que la seule chose que Auger demande, c'est que la loi soit respectée. Lui, Auger, il est propriétaire, il est homme libre, carteron. La seule chose qu'il veut, c'est que la loi soit respectée. Il se bat même... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne se bat même pas pour les esclaves. Là. Il ne dit pas il faut abolir l'esclavage. Non. Il dit juste, il y a des lois, faisons-les respecter. Je suis un homme libre et je veux en bénéficier. Je veux pouvoir avoir le droit de citer. C'est-à-dire quand vous avez vos assemblées coloniales, là, moi aussi, je veux venir m'asseoir, dire que je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. C'est ça qu'il demande, c'est la loi. Hein? Depuis la Révolution, c'est la loi. Il est parti jusqu'à l'Assemblée nationale. On lui a dit, reste tranquille. Voilà. Maintenant, lui, il rentre chez lui, il fait passer le mot, c'est normal. Donc, pour ça, on va faire un exemple de lui. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le Conseil supérieur du Cap condamnait Auger et Chavannes. Chavannes aussi, c'était un de ses amis. Donc, en gros, c'était un complice, quoi, tu vois. Et Chavannes, au supplice de la roue. D'accord? Donc, c'est quand même chaud, ça. Hein. Donc, voici le procès verbal. Hein. Un petit bout du procès verbal. Il dit, la Cour condamnait, non, la Cour déclarait Vincent Auger convaincu d'avoir prémédité le projet de soulever les gens de couleur avec la complicité de Chavannes pour réparation de quoi elle condamnait. Voilà.
Donc non, plutôt le procès verbal, il arrive. Donc le procès verbal, il dit ça, il dit, le dit Vincent Auger jeune, carteron libre de Dondon, et Jean-Baptiste Chavannes, carteron libre de la Grande Rivière, à être conduit par l'exécuteur de la haute justice au devant de la principale porte de l'église paroissiale de cette ville. Et là, nu-tête et en chemise, la corde au cou, à genoux, et ayant dans leurs mains, chacun, une torche de cire ardente du poids de 2 livres, faire amende honorable. Donc toi, on te condamne à quelque chose que tu n'as pas fait, on te met devant tout le monde, on te dit de faire amende honorable. De faire amende honorable et déclarer à haute et intelligible voix que c'est méchamment, témérairement et comme mal avisé qu'ils ont commis les crimes dont ils sont convaincus. C'est fort, hein. Qu'ils s'en répandent et on demande pardon à Dieu, au roi et à la justice. Ce fait conduit sur la place d'armes de cette ville, au côté opposé, à l'endroit destiné à l'exécution des Blancs, et d'y avoir les bras, les jambes, cuisses et reins rompus vifs. Hein? Les bras, les jambes, cuisses et reins rompus vifs. Sur un échafaud qui sera dressé à cet effet et mis par l'exécuteur de la haute justice sur la roue, la face tournée vers le ciel, pour y rester tant qu'il plaira à Dieu de leur conserver la vie. Je continue. Ce fait, leur tête coupée et exposée sur des poteaux, savoir celle du dit Vincent Auger jeune sur le chemin, sur le grand chemin qui conduit au Dondon, et celle de Jean-Baptiste dit Chavannes sur le chemin de la Grande Rivière en face de l'habitation Poisson. On ferme les guillemets. Ça, c'est le PV, ça. Voilà. Donc lui, hein, c'est malheureux à dur, mais il joue son rôle dans la libération de Saint-Domingue. C'est-à-dire que lui, en tant que carteron libre, il va devant toutes les institutions pour demander à ce que les lois soient mises en place. On lui refuse ça. Donc, ça prouve que quelque part, la liberté, la liberté totale en tout cas, il fallait aller la saisir. Donc lui, dans l'échiquier, si on peut dire ça comme ça, dans l'échiquier du jeu de la libération totale, lui l'a prouvé par sa mort en tout cas, par sa mort, c'est pas qu'il voulait mourir, hein, mais par ses actions, il a prouvé que la liberté, il ne l'obtiendrait jamais par la voie légale, on peut dire ça comme ça. Donc voilà, je vais faire une autre vidéo parce que là, ça fait un peu longtemps. Donc ça, c'était la première partie. Peace.